Nous ouvrons à présent cette masterclass de Pierre Michon ici à la Bibliothèque nationale de France, partenaire de cette grande collection d'entretiens, tout comme le Centre national du livre. Le principe de la collection est le suivant, je le rappelle, savoir comment un artiste construit son œuvre au sens vraiment de la fabrication de celle-ci, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère son œuvre comme achevée. Elle et il nous racontent le processus de son élaboration. Alors peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours. Pierre Michon, rappelez pour commencer que vous êtes né dans la Creuse, au cas où ça aurait échappé à quelques-uns de vos lecteurs, dans la maison de vos grands-parents, mais que vous avez été élevé par votre mère, institutrice, votre père ayant quitté le foyer. Comme on dit, vos grands-parents sont d'ailleurs venus vivre chez votre mère. Vous aviez 2 ans à ce moment-là. Ils ont dû abandonner leur activité de paysan. C'est aussi quelque chose sur quoi nous reviendrons peut-être. Vous avez été pensionnaire à Guéret. Vous avez étudié les lettres à Clermont-Ferrand. Et puis vous avez ensuite pris la route. Est-ce que ce départ-là, Pierre Michon, c'était un acte fondateur? Et est-ce que vous saviez ce que vous partiez chercher? J'ai pris la route. Comment ça, j'ai pris la route? Vous êtes parti. Oui, c'est-à-dire je répugnais extrêmement à entrer dans la vie civile, donc je cherchais tous les échappatoires possibles. Et il s'est trouvé pour moi que ça a été quelque chose de proche du théâtre, enfin, avec des troupes qui n'avaient pas un sou à Clermont-Ferrand. Ça a duré 2-3 ans. Et ensuite, je n'ai pas fait grand-chose, jusqu'à 35 ans, où j'ai commencé véritablement à écrire. Mais c'était quoi cette vie-là, ces longues années-là? L'écriture n'était pas déjà présente à ce moment-là? C'est-à-dire, elle existait en projet, plus qu'en projet d'ailleurs, en désir, mais ce que j'écrivais, c'était d'abord très peu de choses, c'était des choses très courtes, ne me satisfaisaient pas, et il y avait de quoi, enfin, c'était pas, et je pensais profondément que ça m'était impossible. Une sorte d'interdit que j'ai fini par transgresser vers 35 ans, mais il y avait une sorte d'inhibition extrême. Est-ce que c'était lié à vos lectures? Est-ce que la lecture avait une place importante dans ces années-là qui pouvait aussi inhiber vos désirs d'écriture? Oui, c'est vrai que les auteurs morts pèsent très lourd, mais ça n'était pas ça. Je crois que c'était quelque chose d'un peu pathologique. Il y avait quelque chose une sorte d'impuissance, comme une impuissance sexuelle, mais dérivée là-dessus. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez pu surmonter cette impuissance? Est-ce que vous le savez, vous? Oui, j'ai écrit d'abord un long texte, enfin, que j'ai repris tout récemment, parce que, enfin, je l'ai relu tout récemment, parce que c'était, comment dire, les éditions de l'Air me font un cahier sur moi, et me demandent des vieux inédits. Et j'ai regardé ce truc, et je me suis dit, il faut que je le publie quelque part, il faut que je le retouche, je le publie. C'était une histoire. C'était une histoire qui tenait de l'anthropologie et de la science-fiction. C'était l'étude par un ethnologue. À l'époque, ça ne s'appelait pas ethnologue, c'était un type... parce que le début, en fait, m'est venu de façon 1001 nuits de Galant. Ça commence par « commandeur des croyants », continue l'ethnologue. Ça a commencé comme ça. Et il raconte une peuplade très lointaine, au-delà du Cathé et je sais pas quoi, de l'Indus, enfin, etc. Une peuplade qui a pour seule obsession non, comme visée métaphysique, ou comme
modèle d'interprétation du monde, le suaire des morts. On déballe ça, on l'offre à la compétence des astrologues, des philosophes, des pouvoirs, parce que les pouvoirs aussi se disputent autour de tout ça. Et ce truc s'appelait, dans le discours de l'ethnologue, il traduisait aussi bien que possible de la langue du pays, l'étendard du dernier soupir. Donc c'était tout ce texte qui est interminable, qui a 1000 entrées, parle de cette histoire et tout à coup décroche de cette histoire en parlant des gens qui, à partir de l'étendard, inventent des dieux. Donc ça partait après sur les dieux, et ça s'appelait à ce moment-là dans mon esprit Panthéon. Il y avait des dieux. Alors là, on entrait un petit peu, comment dire, c'était c'était les dieux, quoi, c'était un panthéon, mais il y avait un côté space opéra. Il y avait un côté... mais tout en restant l'ethnologique du XVIIe siècle, enfin, je trouve maintenant que c'est pas mal, et j'ai abandonné ce truc. J'ai abandonné ce truc parce que je l'ai relu seulement il y a 6 mois, même pas, 3 mois. Et j'ai abandonné parce que je pensais que c'était nul. Effectivement, c'était extrêmement surchargé d'adjectifs. C'était Salammbô, c'était sans arrêt. Enfin, mais en virant tous ces adjectifs, je me dis, on peut garder un truc et faire un... Voilà. Est-ce que vous avez fait ? Non, je l'ai pas fait. Mais vous allez le faire ? Si Dieu me prête vie et si j'ai le courage, mais je vais peut-être le faire. En tout cas, ça donne heureusement envie, ce que vous nous en dites là. Ça semble tellement loin de vous, Pierre Michon. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, juste après, enfin, je veux dire, 1 an, 2 ans plus tard, je me suis dit, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est l'inverse ? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire, parler de gens que j'ai connus, tout ça, de façon un peu élégiaque, ouais, et ça a été Les Vies minuscules. Ça a été Les Vies minuscules. Vous avez 39 ans quand paraît ce premier livre. Alors, je rappelle qu'il a obtenu le prix France Culture 1984. Quand même saluer cette maison aussi. Vous avez dit, Pierre Michon, que ce livre vous a sauvé. De quelle façon ? J'ai beaucoup brodé, là. Certes. On va un peu débroder aujourd'hui, rebroder peut-être ailleurs. Oui, dans un sens, il m'a sauvé, parce que après avoir fait cette histoire d'étendard du dernier soupir, là, je me disais, bon... Ben, j'espère que c'est le titre, parce qu'il est génial. Hein. L'étendard du dernier soupir, c'est bien, non ? Vous avez le titre ? J'en ai plusieurs, mais je les garde soigneusement secrets. Non, attendez. Alors après être parti sur cet étendard du dernier soupir, Les Vies minuscules vous ont sauvé, pourquoi ? Oui, parce que je me suis dit à ce moment-là, ben voilà, tu fais quand même de la littérature maintenant. Ce que je me disais pas avec l'étendard, qui pourtant me demandait autant d'investissement et de soins que j'en ai mis aux Vies minuscules. Non, c'était simplement une sorte de... D'abord, j'avais surmonté l'impuissance, et puis j'entrais dans une sorte de circuit normal, puisque ça a été pris par les éditeurs, donc oui, dans un sens, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé, mais à la même époque, j'entrais quand même dans une phase plus modestrole qu'avant, puisque dans les mêmes temps où j'écrivais Les Vies minuscules, j'avais accepté un petit emploi à la Chambre de commerce du Loiret pour enseigner le français langue étrangère à des étrangers qui voulaient apprendre le français. Mais c'était 4 heures par semaine, c'était pas le Pérou. Vous rentriez dans le système, mais tout doucement. Voilà. À peine. Voilà. Alors, on va pas broder ni faire de psychanalyse de comptoir, Pierre Michon, mais ces Vies minuscules, vous l'avez dit, on peut aussi le lire, que c'était aussi un objet de consolation pour votre mère, et c'est aussi, bien sûr, autour de la figure du père absent que ces Vies minuscules s'articulent. C'est peut-être cette absence qui est Est-ce que c'est le moteur de l'écriture de ce livre-là, déjà ? De ce livre-là, oui. Il s'est passé quelque chose de très...
comment dire, l'absence du père, tout ça, consoler la mère, ça n'est pas des choses auxquelles je pensais avant. C'est au moment d'écrire Les Vies minuscules que je me suis dit, je vais en quelque sorte me servir de ça. Je vais construire une biographie à demi imaginaire, pas tout à fait, mais fantasmatique. Et en même temps, sortant de ces grands dieux, etc., le paganisme à fond les manettes, je suis tombé sur le noyau catholique pendant Les Vies minuscules, c'est-à-dire la Trinité, les choses comme ça. J'ai eu une sorte d'immersion théologique à ce moment-là, théologico-familiale. Comme finalement, ouais. Mais il est vrai que c'est un livre qui a été fait par la voix de ma mère, en quelque sorte. Mon éditeur qui est mort de chez Verdier, Bob, disait « Tu écris comme ta mère parle ». Je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça doit être vrai. Pour parler d'autres figures, Pierre Michon demande régulièrement aux invités de ces masterclass de France Culture quels sont les autres artistes qui les ont influencés, quels sont celles et ceux qui ont pu façonner leur imaginaire. Alors, dans votre cas, peut-être parmi les figures importantes, on pourrait citer Antonin Artaud, Arthur Rimbaud, Vincent Van Gogh, des grands brûlés de la vie. Oui, ça c'était le grand romantisme. Des soleils noirs, des vies majuscules pour le coup. Oui. Oui, mais c'était aussi, comment dire, mon romantisme de déclasser et de laisser pour compte. Je suis peu revenu à Artaud, quoique Artaud soit pour moi toujours une figure magistrale et des plus importantes. Rimbaud, je l'ai toujours regardé, bien sûr. Et il y a toujours, dans la plupart de mes livres, il y a une ou deux phrases de Rimbaud non guillemettées. Enfin, dans tous. Personne ne les voit. Cherchez-les. Avec ces trois-là, c'est sûr qu'on peut aussi évoquer le théâtre, la poésie, la peinture. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, vous, Pierre Michon, une forme d'art, en l'occurrence la littérature, plutôt qu'une autre, même s'il y a eu ces années de fréquentation du théâtre? Est-ce que vous auriez aimé être peintre? Est-ce que vous auriez aimé jouer? Jouer, oui, sans doute. Mais être peintre, non, pas du tout. C'est-à-dire que ces textes que j'ai écrits après Les Vies minuscules sur les peintres, il y a eu toute une série sur les peintres, qui a correspondu en moi à une toccade muséale. Une sorte de... Voilà, je ne sortais pas de ces lectures-là, je lisais j'allais voir les expos, les expos muséales. Et je me suis toqué de peinture. Je dirais pas que ça m'a passé, pas du tout. Je regarde toujours avec beaucoup d'intérêt tout ça, mais ça ne me paraît plus un sujet pour écrire. D'abord parce que il y a le péril cultureux là-dedans, il y a le péril cultureux, biopique, etc. Qui est, d'ailleurs, quand je relis mes trucs sur les peintres, je me dis, tu es tombé là-dedans, la tête la première. Enfin. C'est pour ça que vous en avez peut-être inventé un, mais ça, on en parlera plus tard. Mais les figures importantes, on est obligé, pareil, on l'a déjà fait souvent ensemble, de William Faulkner, le père de tout ce que j'ai écrit. Avez-vous vous-même écrit dans le livre 3 auteurs? Ça, je vous cite, hein, c'est imprimé. Oui, mais c'était pour faire plaisir à Maurice Nadeau. C'était... c'est toujours une bonne raison de faire quelque chose pour faire plaisir à Maurice Nadeau. C'était... Mais enfin, quand vous employez le mot père, pardon Pierre Michon, mais ça a quand même un poids particulier. On sait le soin que vous accordez au choix des mots. Dire de Faulkner qu'il est le père de tout ce que vous avez écrit, c'est pas tout à fait rien. Vous savez que c'était un père effroyable. Sa fille a des souvenirs absolument effroyables de Faulkner. Mais le père du texte... Non, c'est-à-dire, il est vrai que la lecture d'Absalom a correspondu au moment où je concevais Les Vies minuscules. Donc je dis qu'il est le père, etc. Mais
Bon, ça n'a rien à voir. Je suis un écrivain avare, avaricieux, etc. Lui, c'est une sorte de torrent. Et c'est un inventeur de formes fabuleux. Donc, évidemment, je ne peux pas penser une seconde que je sois arrivé à la cheville. Enfin, au niveau de la forme, il a inventé bien davantage que tout ce dont on parle au XXe. Enfin, on parle aussi de Faulkner, mais à mon avis, plus que Joyce, plus que Proust, plus que Kafka, il a inventé la littérature contemporaine, celle qu'on lit maintenant. Il y a un bouquin sur 3 qui est écrit en Faulkner. Je ne peux pas dire que ça soit mon père, c'est vraiment. Mais il m'a beaucoup dopé. Voilà. Faulkner m'a beaucoup dopé. La lamentation, oui, la lamentation perpétuelle, l'élégie perpétuelle qu'est dans Faulkner, celle qui est dans Les Vies minuscules n'est pas pour rien dans le fait que je le lisais très peu de temps avant, enfin en tout cas Absalon. Alors, une autre question récurrente de ces masterclass sur France Culture, comment vient l'idée de départ d'une nouvelle œuvre ? Vous avez souvent dit, alors vous direz si c'est de la broderie ou pas, Pierre Michon, que la première phrase d'un livre est déterminante, mais avant même cette première phrase, quand vous pensez à un nouveau livre, disons texte plutôt, est-ce qu'au départ il y a une idée, une image, un sujet ou une première phrase justement ? Comment ça commence ou est-ce que c'est chaque fois différent ? Rien de tout ce que vous dites ne l'emporte sur le reste. Je ne sais pas comment ça vient. Je sais que si, pour les 11, par exemple, ça a été un flash sur une alliance entre Tiepolo et la terreur. Une sorte de... Je sais que pour Les Vies minuscules, ça a été tout à coup cette façon de me tourner vers je ne vais pas dire les humbles, j'en ai marre, on dit tout le temps, ah oui, il écrit des vies minuscules comme Michon, des anges, des opprimés, etc. Les gens de peu. Les gens de peu. Mais c'était pas seulement ça, les vies minuscules, c'était pas ça. Pour les 11, pour les vies minuscules, je sais, pour Rimbaud, c'était une commande de Pontalis. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? La Grande Beune, qui est un livre auquel je tiens beaucoup et auquel je vais ajouter un deuxième volet, si tu veux me prévenir. Vous avez vu comme ça frémit dans la salle à chaque fois que vous annoncez un nouveau livre à venir, avaricieux comme vous êtes. Donc la Grande Beune, c'est très simple, c'était une commande de Reda pour la NRF. Reda me dit, il faudrait que vous me donniez un texte pour la NRF, il y a très longtemps. Et je dis, tiens, je vais écrire une histoire qui se passe dans le Périgord. Et là, vraiment, et qui pourrait plaire à Reda, on verrait l'herbe des talus et tout ça. Et très vite, ça n'a plus été ça du tout, puisque je me suis branché sur les cavernes préhistoriques et le sex-appeal de la buraliste. Mais c'est un texte, vraiment la Grande Beule, j'aimerais retrouver cette confiance que j'ai eue tout à coup. Je me suis dit, je vais écrire un truc. Là, vraiment, c'est parti à écrire un truc. Pas en pensant pas à ce que j'allais écrire. C'est la seule fois. Alors, qu'est-ce que vous aviez écrit, disiez-vous ? Alors, je ne sais pas, il y a Corps du Roi, Abbé, quelques autres encore. Chaque fois, c'est une impulsion différente. Non, Abbé, c'était une commande. C'est bien conseil, les commandes, finalement. C'était une commande du Conseil général de la... je sais plus, enfin, de la région Loire, Atlantique, Vendée, enfin tout ça. C'était une commande pour paraître avec une bourse infime, parce qu'il y a aussi le fait les régions donnent un peu d'argent pour le bluff culturel. Ils donnent un petit peu. Et là, Abbé, c'était une commande donc de la Vendée. J'ai fait venir de la bibliothèque de Luçon, en Vendée, un bouquin qui s'appelait Almanach général de la Vendée, paru en 1890, ou je sais pas quoi. Un gros bouquin.
où il y avait tout. C'était des barbichus fin 19e, qui avaient compilé toute l'histoire de la Vendée. J'avais qu'à choisir, mais je me suis dit, je vais pas encore faire les... Enfin non, pas encore, puisque j'avais pas encore fait les 11. Mais j'ai hésité, évidemment, mais je me suis dit, quand même, je vais pas refaire 93 ou je vais pas faire la guerre de Vendée. Et je me suis dit, tiens, le Moyen-Âge, l'an 1000, ils avaient pas mal de documents dessus, surtout des noms extraordinaires, Guillaume Longue-Épée, etc. Et je me suis dit, je vais écrire 3 petits textes courts sur le Moyen-Âge, avec juste ça, mais en faisant semblant de savoir tout. C'est-à-dire, parce qu'eux, ils donnaient leurs références. Ils disaient, on lit dans tel truc que... Alors, je commençais mes récits par... Je tiens du récit de chroniqueur de je ne sais quoi. J'ajoutais toujours, et de l'almanach historique de la Vendée. C'est-à-dire, c'était un texte très bluffeur et qui m'a beaucoup amusé aussi et que j'ai fait extrêmement rapidement. Je l'ai fait en 3 semaines, celui-ci. Ah oui, c'est intéressant, c'est l'histoire d'Almanach, Pierre Michon, parce que... Pardon. Allez-y. Non, mais parce que c'est vrai que beaucoup de vos livres sont nourris du réel, de personnages réels, de situations réelles, d'époques réelles, de lieux réels, mais avec ce léger décalage. Ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup vous documenter pour mieux tricher, bluffer, je ne sais pas quel mot vous avez employé, bluffer. Bluffer et ne pas bluffer, parce que, comment dire, quand je parle de ces époques, j'en parle comme je les sens. Et je les sens, évidemment, à la façon Troisième République, à la façon Michelet, quoi. Donc c'est pas du bluff intégral. Mais les sources le sont. Enfin, on peut, avec Wikipédia, il est facile de voir comment est faite une armure et le nom de chaque truc. Vous vous en servez de Wikipédia aujourd'hui ? Oui, beaucoup. Enfin, du coup, Wikipédia, oui. toutes les entrées. Toutes les ressources d'Internet. Ça économise un temps considérable. Ça ne change que ça, pour vous ? Le temps, ou est-ce que quand même, est-ce qu'on n'est pas du coup, peut-être, on peut se perdre en cherchant quelque chose, on trouve autre chose. Non, il suffit de bien cibler, de pas naviguer. Quand on veut naviguer, c'est autre chose, c'est pas la même heure, c'est pas pour travailler. On va pas avoir l'historique de votre navigateur, Pierre Michon. Mais je parlais tout à l'heure de la première phrase, enfin c'est plutôt vous qui disiez son importance. Est-ce qu'elle donne la note au sens musical du texte qui va suivre, cette première phrase ? Oui, j'ai dit ça une fois. Sûrement, oui. Je ne sais pas comment, mais quand la première phrase n'est pas réussie, ou les premières pages, la plupart du temps, j'ai beaucoup de rebuts, comme ça, dans l'attaque. L'attaque doit me convenir. Quoique, par exemple, dans les 11, elle ne me convient pas. C'est une attaque, c'est un truc à la façon de Balzac. Il était fait comme ceci et comme cela. Je voulais la changer et je n'ai pas trouvé. Mais ça veut dire que le texte commence à s'écrire une fois que vous l'avez trouvé, ou en tout cas, une fois que vous êtes satisfait sur le moment de cette première phrase, ou est-ce que vous pouvez revenir ? Est-ce qu'il y a une méthode, justement, sur le travail d'écriture ? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un premier jet, puis repasser encore ? Non, comment dire, quand c'est parti, enfin, je fais un morceau de, disons, 2 pages ou 1 ou 3 tous les matins, mais ensuite, le reste doit s'emboîter. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Ça doit être fait d'un seul tenant et d'une seule coulée, avec évidemment les corrections de phrases, de détails, etc., mais pas des corrections... Et quand il y a des fausses directions, il faut remonter très haut pour changer tout, et souvent j'abandonne. Est-ce qu'il y a des horaires ou des lieux ? Est-ce qu'il y a des rituels divers dans votre méthode d'écriture, Pierre Michon ? C'est-à-dire, j'écris très rarement. C'est des périodes
disons que je suis un peu maniaco-dépressif. C'est des périodes maniaques qui sont en général plus courtes que les périodes dépressives. Alors j'ai intérêt à faire très vite quand je suis en période maniaque pour écrire. Et dans ces périodes-là, alors qu'en général je suis un dormeur, je me lève à 3-4 heures du matin et je travaille là jusqu'à 9-10 heures. Donc c'est pas vous qui choisissez le moment où vous écrivez? Ça doit bien être moi, mais je ne sais pas comment. Il aurait fallu peut-être que je me livre à une psychanalyse pour mieux savoir comment gérer ça. Mais non, il y a ces périodes qui tout à coup me tombent dessus. Je me dis, bon, je vais pouvoir un peu travailler. Et ce travail, est-ce que pour vos livres, alors pour certains, pour tous, pour aucun, est-ce que vous faites des plans? Est-ce que vous avez une colonne vertébrale? Est-ce que vous savez où vous allez quand vous débutez un texte? Ça dépend lesquels. La Grande Bonne, par exemple, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais en général, oui, je n'ai pas de plan, parce que je suis plus, comment dire, dans ce domaine-là, plus stendhalien que flaubertien. Un plan rigide me répugne un peu. Enfin, c'est les trouvailles en cours de route qui aiguillent le texte. Mais je sais quand même à peu près où je vais. Et vous y arrivez? Et si vous n'y arrivez pas, vous arrêtez? Jamais. Vous n'arrivez jamais là où vous pensez que vous allez arriver? Où vous voudriez arriver? Jamais. Mais alors du coup, Pierre Michon, comment est-ce que vous savez que... Sauf, si, pour les vies minuscules. Ça, c'était... Non, je suis arrivé au point où je voulais arriver. Et quand ça n'est pas le cas, comment est-ce que vous décidez que le livre est achevé, qu'il ne faut pas davantage travailler sur ce texte? Je ne le décide pas, c'est que je ne peux plus continuer. Par exemple, les 11, ce qui est paru, c'est les 2 premières parties. Il y avait une 3e partie beaucoup plus intéressante. Je n'ai pas pu l'écrire. Et c'est cet éditeur que je regrette tant, qui s'appelait Bob, qui un jour m'a dit pour les 11, écoute, montre-moi ça, etc. Par exemple, pour d'autres textes aussi, pour Corps du Roi, c'était un ensemble de collages, et qui m'a dit, allez, on publie, c'est fait. Mais j'ai toujours l'impression que les textes ne sont pas finis. Pontalis, pour le Rimbaud, le Rimbaud n'était pas fini non plus. Parce que le Rimbaud, ça devait être non pas l'histoire d'Arthur Rimbaud, mais l'histoire de son frère, Frédéric Rimbaud. Donc ce qui est paru, son frère qui était un homme beaucoup moins fortuné intellectuellement que son frère, et qui conduisait l'omnibus de la gare d'Attigny à l'hôtel d'Attigny. Bon, bref. Ça devait être cette histoire-là. Et le chapeau, l'entrée, c'était l'histoire d'Arthur Rimbaud. Et un jour, Pontalis en a eu marre, et il m'a dit, montre-moi ce que c'est. Et voilà. Parce que là, je voulais écrire l'histoire de Frédéric. Frédéric, donc le frère, j'y arrivais pas. Mais est-ce que c'est douloureux de ne pas arriver là où vous souhaitez arriver, Pierre Michon? Très. C'est-à-dire pendant la période où le texte est achevé, où je me dis, tu ne l'as pas fait comme tu voulais, tu n'as pas amené la chose où tu voulais l'amener, là, il y a une période de profonde dépression. Il s'est écoulé 7 ans entre la parution de Corps du Roi et d'Abbé, qui ont paru tous les deux en 2002, et celle des 11 en 2009. Est-ce que c'était un moment de très longue dépression? Est-ce que c'était un moment de jachère? Est-ce que c'était subi, désiré? Non. La période 2000, 2007-2008 a été entièrement consacrée à l'élaboration d'un livre qui n'a pas été fait. Encore? Oui. Mais j'ai repris tout récemment les carnets de ce projet, et je crois que je vais publier les carnets où le livre est écrit finalement. Mais le livre, comme livre, n'a jamais été écrit. Que d'annonces de publication de textes de Pierre Michon. Je fais un peu de pub. On salive. Non, mais
Je pense que vous avez un public conquis, moi le premier. Donc on salive évidemment. Donc difficulté, alors on l'entend pour cette écriture-là, mais concernant les 11, il faut dire aussi que ce livre, il aura mis 15 ans quand même à nous parvenir, à nous lecteurs, plus exactement 15 ans à être achevé, puisque le début de sa rédaction c'est 93, c'était le bicentenaire de la Terreur. Il y a une parenthèse d'écriture de 15 ans, vous en reprenez l'écriture, Pierre Michon, en mars 2008, une autre fois encore en octobre 2008, alors même si vous venez de nous dire qu'il devait y avoir une troisième partie, il est quand même sorti ce livre-là. Donc pas mal de textes finalement à vous entendre vous ont résisté. Celui-là finalement, même s'il n'a que 2 parties sur 3, on a eu la chance qu'il nous arrive. Il y en a tant que ça qui ne sont pas arrivés au bout. Oui, il y en a, oui. Mais les 11, c'est très particulier. Les 11, j'ai écrit en 92, donc ce qui est maintenant la première partie, pas tout à fait. Une grande partie de la première partie des 11, j'ai écrit dans l'hiver 92-93 pour marquer le coup de l'année 93, qui n'avait pas été marqué suffisamment, à mon avis. Mais je me suis arrêté. Je ne voyais pas comment. Je racontais l'enfance de ce peintre. François-Élie Corentin. J'invente un peintre là-dedans. Je racontais les enfances de ce peintre dans la première partie. Et après, il fallait faire le moment où il peint le tableau sous la terreur. Et ça, j'avais 1000 solutions pour le faire. Je ne voyais pas laquelle. Donc j'ai abandonné ça, je l'ai mis dans un coin. J'y pensais de temps en temps. Et en 2008, je dirais oui, Bob, encore lui, Bob a été atteint d'une maladie très grave et m'a dit « il faut qu'on publie les 11 ». Et je l'ai fini en partie pour lui, avant qu'il ne meure l'année d'après. Et la deuxième partie est venue très vite, très bien. Enfin, très bien. Elle est venue très vite, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a cette première partie, vous le disiez, le parcours de François-Élie Corentin, ce peintre donc, que vous imaginez, avec, là encore, des résonances très fortes avec votre vie, père absent, amour très fort des mères. Oui, mais c'est parce que c'était en 92 que j'écrivais ça. Donc j'étais encore dans cette théologie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Mais dans la deuxième partie, il n'en est plus question. Dans la deuxième partie, dans la deuxième partie, c'est le portrait d'un génial salaud. J'ai beaucoup pensé comme personne, comme homme, dans la deuxième partie, à Picasso. Et d'ailleurs, la vitre blindée vient de Guernica, enfin, etc. J'ai beaucoup pensé au caractère, à l'homme qu'a été Picasso, c'est-à-dire à la fois un génie à peu près absolu, et je m'abstiens de porter un jugement. Mais marquer le coup, disiez-vous, 93, pour parler de la terreur, pendant ces années entre les études de lettres à Clermont-Ferrand et l'écriture, il y a eu certes du théâtre, mais il y a eu aussi un engagement militant, il y a eu une forte implication. Oui, mais écoutez, non, il y a eu une implication en 68. J'avais commencé en 67, par là 66, en arrivant en fac, à fréquenter un peu les trotskistes. J'avais des amis trotskistes. Puis 68 est arrivé, et là je suis devenu Mao. Je sais pas pourquoi. Des amis qui étaient plus drôles que les autres, qui étaient Mao. À Clermont-Ferrand, vous savez, on savait tout ça de très loin. Et puis après cette période Mao dure, tout à coup je me suis dit tiens, Debord c'est pas mal non plus. Donc, pour ce qui est de mon engagement politique, c'était de la révolte juvénile. Mais ça n'a jamais été sérieux, ni pensé idéologiquement.
pas que je connaisse des phrases par cœur, des petits livres rouges comme tout le monde, et que parfois je m'en serve même. Sans guillemets? Ah oui, si quand même. Pour aller dans la tanière du tigre, non, pour attraper les petits du tigre, il faut aller dans sa tanière. Pas mal. Pas mal. Mais donc c'est plutôt, c'était une forme d'engagement presque une forme de dandisme, cet engagement-là. Non, pas du tout dandisme. Pas du tout. Vous disiez juvénile. C'était quoi le rapport alors? Non, non, c'était vraiment, comment dire, politiquement, j'étais vraiment très rouge. Ah, voilà. Mais le rouge a pu tourner, surtout dans ces années-là après, à d'autres formes d'action. Et revenir sur la terreur, c'était pas du tout revenir sur des camarades qui avaient pu certainement. choisir la violence et la lutte armée. Certainement, oui. Parce qu'on sent me semble-t-il, dans ce livre, Léonce, Pierre Michon, qu'il y a peut-être une terreur à parler de la terreur. Enfin, ce moment semble reculer dans le livre. Oui. Mais c'est pas une terreur. Comment dire, c'est pas ce qui est impliqué dans la deuxième partie des 11. Ça n'est pas mon engagement de révolutionnaire entre guillemets de l'époque, puisque c'est vu du côté des puissants. C'est différent. C'est vu du côté du pouvoir. C'est-à-dire, c'est plutôt le côté régalien de la terreur, enfin du comité de salut public, qui est souligné là-dedans que ce gauchisme qui a été longtemps le mien et que d'ailleurs je ne renie absolument pas. Mais autre élément quand même sur ce texte, Pierre Michon, sur les 11 chefs de la terreur, 10 sont des écrivains ratés. Vous souriez? Oui, c'est pas tout à fait. La terreur, c'est peut-être le fruit d'un profond ressentiment d'artistes ratés. On pourrait le dire comme ça aussi. Je le dis dans le texte. Mais vous savez, à l'époque, on est au 18e, tout ce qui pensait un peu, c'est-à-dire ces hommes de robe qui étaient les commissaires, ces avocats, tous ces gens faisaient de la poésie, ou faisaient des textes, c'était une pratique extrêmement courante. Par exemple, c'est en faisant la recherche sur ces personnages que j'ai appris que Carnot, le grand Carnot, l'ingénieur, le stratège, etc., était un type qui faisait des petits sonnets pétrarquistes, étant jeune. Mais je ne crois pas qu'il y ait un ressentiment d'auteur frustré, parce que l'image de l'auteur au XVIIIe n'était pas du tout celle que nous avons maintenant. Ah tiens, c'est quoi l'image de l'auteur qu'on a aujourd'hui, selon vous? On la survalorise beaucoup plus qu'à l'époque. À l'époque, il y avait quelques grands penseurs, etc., mais tout non, on la valorisait beaucoup aussi. Non, attendez, mais autrement. Autrement. C'était une discipline de bons esprits entre eux. Et aujourd'hui, vous pensez que être un écrivain dans la France de ce 21e siècle, ça représente quoi? Je ne sais pas ce que ça représente. Quand vous voyez qu'on se bagarre à l'entrée de cette salle de la Bibliothèque nationale de France pour vous entendre, parce que certes, vous êtes rare aussi dans la parole, il y a des gens à côté qui regardent dans une salle en vidéo. Enfin, on veut vous entendre, Pierre Michon. Les gens ont envie de vous voir, presque de vous toucher. Oh, n'exagérons pas. Le corps du roi Michon. Non, ça veut dire quelque chose sur ce que c'est qu'un écrivain. Ben oui, ça veut dire que j'ai fait des textes que tous ces gens jugent beaux et qu'ils veulent en voir l'auteur. Ça change la vie, la littérature, la lecture. Ah oui, enfin, c'est-à-dire, c'est ma vie, moi, la lecture et la littérature. Je ne sais pas si ça change la vie. En tout cas, ça a été mon embranchement tout de suite. Donc. Mais ce que représente un auteur maintenant, finalement, c'est la même chose qu'au XVIIIe, quoi. Mais au lieu que ça soit entre bons esprits aristocratiques, c'est entre bons esprits démocratiques. Donc ça fait... Plus de monde. Ça fait beaucoup de monde.
passe à tout à fait autre chose. On a parlé, alors sans les citer, les éditions Verdier, donc il faut quand même les citer dûment, parce que là, je vais parler des éditions Albin Michel. Alors c'est pour ça que Verdier, répétant ce nom si important dans la littérature dans ce pays. Albin Michel a publié un recueil d'entretiens que vous avez donné entre 1989 et 2007, sous le titre « Le roi vient quand il veut, propos sur la littérature ». On avait pu constater, à la lecture de ce recueil, que l'entretien était souvent pour vous, Pierre Michon, une façon de vous soumettre à la question, d'éprouver aussi votre faculté à vous remettre en question. Est-ce qu'il y a des entretiens qui ont joué un rôle important pour vous dans, je ne sais pas comment il faudrait dire ça, dans la façon de progresser dans votre art? Est-ce que cette notion de progrès, vous l'acceptez? C'est-à-dire que les entretiens, effectivement, éveillent des idées. Parce que c'est un truc que je ne prépare pas. J'attends de réagir à des tempéraments différents qui me parlent, qui me posent des questions, souvent auxquelles je ne m'attendais pas, etc. Et donc, ça peut me donner des idées que je note ensuite et qui peuvent me servir. Ouais. Et vous apprenez des choses en écoutant ou en lisant d'ailleurs aussi ce qu'on dit, écrit sur vous? Oui. Oui, j'apprends. Ça sert ou c'est des fois un peu perturbant? Non, enfin c'est-à-dire, j'oublie très vite. En le lisant, je dis, ah ouais, c'est vachement vrai, c'est comme ça, oui. Et puis, j'oublie, mais enfin, j'oublie. Quelque chose en moi doit quand même le stocker et l'imprimer. Enfin, il ne faut pas en abuser quand même. Enfin, je veux dire, de lecture de textes, de colloques, ou des choses comme ça. Mais c'est positif, j'apprends des choses. Oui. Et à propos de regard extérieur, disons ça comme ça, Pierre Michon, est-ce qu'il y a une ou des personnes, alors vous avez évoqué l'éditeur de Verdier, est-ce qu'il y a une ou des personnes avec qui vous échangez sur le livre en cours? Est-ce que vous faites lire à certaines étapes ou est-ce qu'il faut effectivement qu'on vous dise, comme vous l'avez raconté plusieurs fois, bon, faut que tu me fasses lire ce texte maintenant, même s'il n'est pas fini? Non, je suis très superstitieux. C'est-à-dire, un texte dont j'aurais parlé, un texte vierge, mais dont j'aurais parlé trop précisément, je ne pourrais pas le faire. Et surtout, à plus forte raison, en faisant lire des morceaux à quelqu'un. C'est simplement quand la chose soit, me paraît finie, ce qui est, comme je l'ai dit, très rare, soit me paraît désespérément incontinuable, que là, je le fais lire. Et encore faut-il que j'ai quelqu'un de confiance, comme était Bob, comme l'a été Pontalis aussi. Question pratique, je ne l'ai pas abordée, mais est-ce que vous écrivez à la main ou sur un ordinateur? C'est un circuit entre les deux. Je ne sais pas bien, comment dire, la main est première, sans doute, mais il y a toujours les feuilles et l'écran. Je ne sais pas très bien comment ça circule maintenant. Ça se fait 3 mots sur l'écran, 3 phrases sur le papier, que je mets tout de suite sur l'écran. Enfin, c'est un échange, une osmose entre les deux. Mais du coup, est-ce que vous gardez trace de vos repentirs ou est-ce que le fait que ce soit sur ordinateur, ça efface tout de suite? On a beaucoup moins de traces, bien sûr, des repentirs. Ça vous intéresse pas de les avoir? Mais si, ça m'intéresse. Mais parfois, d'ailleurs, je les imprime. J'imprime la vieille version. Mais il faut stocker tout ça. Parce que tout à l'heure, vous parliez de reprendre ce très ancien texte. Je me demandais si, effectivement, c'était une envie que vous pouviez avoir, si vous l'aviez déjà mise en pratique. Un livre, vous disiez que le début des 11 ou la première phrase ne vous plaît pas. Vous aimeriez, dans l'absolu, qu'une prochaine édition puisse paraître avec une autre première phrase? Que l'œuvre soit toujours finalement non. mouvante? Non, c'est fait, c'est fini.
Mais pour les textes de l'étendard, là, c'est des choses que j'avais tapées à la machine. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est des textes de 80... Non, pas 80, 75. 75. Et donc, c'est des tapuscrits. C'est très raturé ou c'est toujours vous tapez la dernière version la plus propre possible? Sur les tapuscrits, c'est quand même raturé parce qu'il fallait sans arrêt. C'était un boulot. Et mettre du blanc. Épouvantable. Mettre du blanc. Vive l'ordinateur. J'ai parlé tout à l'heure de ce public nombreux, Pierre Michon. Est-ce qu'il y a des moments, ou à quel moment est-ce que vous pensez à vos lecteurs? Si cela vous arrive pendant que vous travaillez. Oui, bien sûr, ça n'est pas évident. Ah si, ça m'arrive tout le temps. J'y pense tout le temps. Mais en quels termes, de quelle façon? D'abord, il y a garde-toi à droite, garde-toi à gauche. C'est-à-dire, ça plairait pas à un tel, un ami lecteur. Ou ça plairait pas à un autre tel. Donc, ça limite un petit peu. Il faut que j'imagine ces gens lisant et les gens disent, c'est pas mal ça. Et puis, non, il y a aussi, je pense, beaucoup aux lecteurs pour la lisibilité de mes textes. Parce que parfois, il y a des choses dans les premiers trucs qui sont incompréhensibles, enfin, qui sont trop chargées, trop compliquées, et que la pensée du lecteur me permet de simplifier ce que je dis. Alors, c'est bien que l'une des caractéristiques majeures de votre écriture, Pierre Michon, c'est le choix extrêmement précis des mots. Chaque mot choisi doit être celui qui est le plus en adéquation, celui qui va dire le mieux possible, le plus précisément possible ce que vous voulez dire. Mais malgré tout, c'est pas le mot érudit que vous allez chercher. C'est un mot qui est dans un vocabulaire certes un peu riche, mais courant. On n'est pas tout le temps en train de chercher dans le dictionnaire ce que vous écrivez, ce qui est le cas de certains de vos confrères ou de vos consoeurs. C'est-à-dire mes voisins dans la Creuse, ils me disent qu'il faut le dictionnaire, et que non seulement il faut le dictionnaire, mais qu'à la page 4 ou 5, on arrête. Et vous pensez à eux quand vous écrivez? Oui, j'aimerais un jour écrire un texte qu'ils puissent lire. Bon, encore un texte nouveau de Pierre Michon à venir. Mais puisque vous pensez aussi à la réception de votre travail, Pierre Michon, j'évoquais tout à l'heure le prix France Culture. Vous avez reçu de très nombreux prix au fil des années. Est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses? Ah oui. Oui, c'est toujours bon à prendre. En général, les prix sont dotés, ce qui n'était pas le cas du prix France Culture. Bon, 84, vous nous excusez. On était les premiers quand même. Bon, j'étais pas encore dans la maison, pas loin, mais pas encore. Cela dit, les 3 derniers prix que vous avez reçus, sauf erreur, Pierre Michon, l'ont été pour l'ensemble de votre œuvre. Alors, ce qui est toujours curieux, puisque l'œuvre est toujours en cours. Ce qui m'amène quand même aussi d'abord à une autre question, justement. Est-ce que vous pensez, vous nous avez annoncé beaucoup de projets, donc c'est peut-être pas le cas, mais est-ce que vous pensez que la source de l'écriture pourrait se tarir? Est-ce que vous pensez à la possibilité de ne plus écrire? Je n'ai pas du tout la tentation rimbaldienne du silence, pas du tout. C'est-à-dire que depuis 8 ans, je n'ai rien publié. Mais je suis sur le même texte depuis 2012, que je refais plusieurs fois, qui va peut-être aboutir. Mais est-ce que vous avez la crainte de ne plus écrire? Non, oui, mais je l'ai toujours eu dans mes moments, disons, de chute de potentiel. Donc ça n'est pas nouveau. C'est comme c'était.
j'ai toujours peur d'être complètement impuissant devant l'écriture, oui. Dans un entretien avec Thierry Bayle, c'était pour le magazine littéraire, il y a longtemps maintenant, 97, vous parliez de votre ambition suprême, Pierre Michon, je vous cite, mission farfelue, cela va de soi, qui serait d'écrire un texte de 3 pages ou de 1000 pages, peu importe, qui serait à mes yeux définitif, que je pourrais m'arrêter d'écrire, et attention, précisez-vous, m'arrêter d'écrire avec bonheur. Vous avez toujours cette ambition ? Je ne sais pas. Vous savez, c'est des choses, ces entretiens-là, celui-là par exemple, ça a été fait par mail, ça a été fait... donc on se dit, qu'est-ce que je pourrais bien dire d'intelligent là. Voilà. Ce que j'aime bien dans les entretiens aussi, c'est qu'on ne dit pas toujours la même chose. Ça dépend de l'humeur. C'est pour ça que je vérifie auprès de vous. Le moment où on répond à la question. Là, sans doute, je pensais, mais je ne sais pas si je pense en général. Mais, comme vous avez dit tout à l'heure que, alors, sauf si j'ai mal entendu, mais que Vie minuscule était finalement le seul livre dont vous aviez mené le projet de départ à son terme. Peut-être que si vous arriviez à nouveau à cette performance, vous en seriez suffisamment satisfait. Moi, j'en serais très content. J'en serais vraiment content. Mais à chaque fois, vous croyez que ça va être le cas. C'est le moteur. Sinon, je ne commencerai pas. Puisque j'évoquais aussi ces prix pour l'ensemble de votre œuvre, Pierre Michon, est-ce que la question de la postérité se pose pour vous ? C'est-à-dire qu'elle se posait il y a 20 ou 30 ans. Mais maintenant, les choses vont tellement vite. Enfin, il y a une telle surabondance de pensée, de production artistique. Et ensuite, il y a le fait quand même qui me fait un peu peur. Enfin, je ne sais pas. On dit que bientôt, les ordinateurs vont pouvoir écrire du Mallarmé. Enfin, pas du Mallarmé, mais du Mallarmé de tel ordinateur. C'est vrai que pour le signer. Et ça me terrifie un peu. Ça me terrifie, je veux dire. Non pas que j'ai peur des machines, mais non pas que je... Mais je me dis, dans ce cas, le concept de postérité, enfin de lire des textes encore des siècles passés, qui seront nécessairement imparfaits par rapport à ces perles que feront les machines. Et vous y croyez vraiment ? Que l'intelligence artificielle puisse accéder à cette dimension de création, c'est-à-dire novatrice ? J'y crois. N'oubliez pas que je viens de la science-fiction. Oui. Vous l'aviez vu avant tout le monde. Ah, ça, je l'avais pas vu. On attend de lire l'étendard. Mais vous y croyez vraiment ? Ou ça vous fait peur, ce qui est autre chose parce Je le crains. Ouais. Voilà, je le crains. Vous pensez que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on n'aura pas envie de lire du Pierre Michon ? Comment faire le tri ? Il y a une telle production, et de livres qui sont... Comment dire ? Moi, c'est la branche littéraire. Mais il y a des livres extrêmement puissants, enfin, même en littérature, qui n'ont rien à voir avec la branche littéraire, qui sont une espèce de jaillissement. Comment faire le tri ? Et vous-même, est-ce que vous êtes sensible ou attentif à la production contemporaine ? Pas, enfin, je le suis. Je veux dire, beaucoup moins qu'il y a 30 ans ou 40 ans, parce qu'il fallait se placer dans le champ. Mais il m'arrive assez souvent de lire des bouquins, soit que je reçois. Je réponds pas en général aux auteurs, mais il arrive que j'aime leurs bouquins. Soit que je reçois, soit que j'achète. Et très peu de livres, enfin, contemporains, me semblent complètement nuls. Enfin, je veux dire, il y a toujours beaucoup de... J'ai quand même de la curiosité pour tout ça. Et vous recevez, j'imagine aussi, beaucoup de courriers.
d'écrivains ou de gens qui souhaitent le devenir, qui vous demandent conseil, Pierre Michon? Je ne réponds pas. Ben, vous pouvez le faire peut-être à ce micro, comme ça pourra servir à quelques dizaines ou centaines de milliers. J'ai répondu peut-être à 3 ou 4 autres jeunes auteurs depuis toujours, quoi. Je ne réponds pas d'abord parce que je ne vois pas pourquoi je légitimerais ou non leur travail. Ensuite, les lettres de lecteurs, par exemple, me pétrifient. Enfin, je ne peux pas répondre. Beckett répondait à tout. Il avait un petit Bristol. Il répondait à tout, 3 mots. Moi, des fois, je vois ces piles de courriers parce que je ne les jette pas, ces lettres. Et je me dis, c'est le contraire de... Vous savez, comment elle s'appelait, Dickinson, comment elle s'appelait son Emily nom ? Emily Dickinson disait, voici ma lettre au monde qui ne m'a pas répondu. Et moi, en voyant ça, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, voilà la lettre du monde à laquelle je n'ai pas répondu. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche. Bah, mais tout à l'heure, le public sera amené à vous poser quelques questions, Pierre Michon, mais si dans ce public, quelqu'un vous dit quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur? Je retente ma chance. Hein. Qu'est-ce que vous lui répondrez, Pierre Michon? Je lui répondrai, écrivez bien. Écrivez ce que vous voulez, de la façon que vous voulez, mais faites-le bien.